Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts du réseau RedCap, réseau d'expérimentation et de développement en élevage caprin de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ici, des conseillers, des animateurs et des éleveurs, au masculin et au féminin, partagent leurs solutions, leurs expériences et leurs idées pour adapter leur système fourrager au changement climatique. L'élevage de chèvres est au cœur de ces podcasts qui aborderont la culture des prairies, sa consommation par la chèvre et son intégration dans une rotation. En résumé, de la polyculture élevage dans un contexte de changement climatique. Aujourd'hui dans cet épisode, nous partons au bord de la vallée de la Dordogne, à côté de Bergerac, pour rencontrer la famille Fressinier qui produit du lait de chèvre et a mis en place des actions pour s'adapter au changement climatique. Alors on vous laisse tout d'abord vous présenter. Donc Hervé Fressinier, Caïque des Alpines, à Bergerac en Dordogne. Et sa femme, Manon. Après on est sur un troupeau de 450 chèvres, on livre à Picandine. Et vous produisez un fromage spécifique à la laiterie Picandine ? Le Cabécou du Périgord. Avec quoi est nourri le troupeau caprin ? La ration, c'est, on va dire, c'est de la luzerne, une grande partie de l'année c'est de la luzerne, foin, enrubanné, ouvert. Et après c'est des aliments du commerce, granulés, classiques et correcteurs. Et de quoi est composée la surface agricole utile ? La surface agricole, aujourd'hui, on a, si on compte tout, on a à peu près 150 hectares. Donc, on a une quarantaine d'hectares de céréales à paille. On a à peu près 25 hectares de maïs irrigués. Et après, on va avoir entre 25 et 30 hectares de luzerne et une petite vingtaine d'hectares de trèfle violet. Et après, des prairies permanentes qui viendront compléter le reste. Et après, on arrose donc les maïs. On a la chance d'avoir l'eau, enfin moi je trouve que c'est une chance. Là cette année on a irrigué 7 hectares de luzerne, mais en rotation. Et la source d'approvisionnement en eau ici c'est... Dordogne. La ration des chèvres est basée sur l'affouragement en verre. Est-ce que l'année 2025 a été bonne ? Cette année on a... Bon moi c'est une bonne année pour l'enfourragement, on a enfourragé pendant 7 mois quoi. Sur une année qui en fait 12 quoi, c'est quand même... Pendant 7 mois les chèvres elles ont eu de l'herbe quoi. Elles ont eu de la luzerne principalement et du trèfle au printemps, parce qu'on avait du trèfle qui a bien poussé. Et voilà quoi, donc bon, mais économiquement, pour moi c'est rentable, hein. Enfin, pour nous, parce que voilà, et puis après, je sais pas comment on pourrait remplacer ça quoi, en fait. Comment je peux remplacer les gens, je vois pas, enfin, je connais pas d'autres plantes, on a fait des essais, on a fait des trucs, des culture, des machins, on a fait essayer des trucs, pas concluant. et à chaque fois c'est un peu, enfin, voilà quoi. Et alors comment se répartit à l'heure actuelle la pousse de l'herbe ici ? Avec une grosse pousse en, on va dire, mars, avril, mai, quoi. Là, tu auras une grosse pousse d'herbe. Et je trouve que depuis quelques années, ça démarre de plus en plus tôt, en fait. C'est-à-dire que cette année, au mois de mars, on avait de l'herbe, on avait beaucoup d'herbe, en fait. Il y a des années, en mars, il n'y a pas d'herbe. Mais là, cette année, il y avait de l'herbe en mars, quoi. T'arrives mai-juin, mais là, les chaleurs, les machins, c'est bon, quoi. Tu fais tes coupes de foin de juin, là, et puis après, t'as plus rien, quoi, derrière. Et à l'automne, tu vas avoir un orage fin août, début septembre, et puis là, tout va repartir, tout va reverdir, et puis donc tu exploites au printemps et à l'automne, quoi. En été, l'herbe, t'oublies, quoi. À part si t'arroses, nous on arrose, du coup on exploite. Mais on arrose une ou deux parcelles de luzerne, c'est tout, quoi. On n'arrose pas toutes les parcelles, quoi. Et le fait d'associer des prairies plutôt riches en trèfle violet et des prairies en luzerne, au final, ça permet de mieux répartir la production d'herbe sur l'année ? Mais si tu veux, on va attaquer l'enfourragement avec du trèfle violet, parce qu'au printemps il va pousser, lui il va bien... Donc cette année, effectivement, il y a des trèfles violets qui étaient beaux, qui ont bien poussé, qu'on a exploité, on a fait 3-4 coupes. Alors bon, à l'autochargeuse, c'est vrai qu'on n'a jamais des coupes, mais... Et après, ça nous a permis de faire du stock sur les luzernes, parce que les luzernes, il fallait les exploiter aussi, elles arrivaient, quoi. Donc on a fait un peu d'enrubanné, on a fait du foin. Et après, on est passé sur des luzernes, on a commencé à arroser très tôt, parce qu'on savait qu'il allait faire très chaud. Enfin voilà, on était prévenu plus ou moins, quoi. Donc on a commencé à irriguer des luzernes, et après on a tourné tout l'été avec des luzernes irriguées, quoi. Et vous avez essayé d'autres cultures fourragères pour l'été ? On a essayé du sorgho, on avait essayé comment ça s'appelle, du test-grasse. Ouais. Après alors ça a marché, on avait essayé de faire des colzas fourragés.
colza fourragé, ça marche, mais le problème du colza fourragé, c'est que c'est une seule coupe, quoi. Et du coup, ça va, voilà, c'est court, en fait, l'exploitation est très courte, quoi. Donc voilà, faut faire beaucoup de surface et finalement. Enfin, moi, alors du coup, c'est ça, c'est dans nos terrains, mais à chaque fois qu'on a essayé un truc, il n'y a pas d'irrigation, on est quand même limité, quoi. Cette année, on avait fait du sorgho, il a eu du mal à démarrer, on l'a pas arrosé, mais il a eu du mal à démarrer, et du coup, derrière, il est pas terrible, enfin, il est pas, puis on l'a exploité qu'à moitié, en fait, parce que c'était pas bon, parce que c'est devenu dur, parce que, voilà. Avec la difficulté qui est que les températures en été peuvent monter facilement jusqu'à 38 ou 40 degrés. Cette année, en l'occurrence, oui, on est monté peut-être plus que ça. On a dépassé les 40, quoi. Ouais. Parce que cette année, la luzerne, elle est repartie chez nous. Alors, évidemment, il a plus que ça. Mais chez nous, alors, on n'irrigue pas partout, on n'a pas irrigué toutes les luzernes. Mais la partie où on n'a pas irrigué, avec 30 mm d'eau, la luzerne, elle est repartie, quoi. J'ai des luzernes sur des graves, je pensais qu'elles étaient mortes, hein. En plus, je les avais semées au printemps. On a exploité une luzerne cette année semée au mois d'avril. On l'a coupée 3 fois. Elle n'est pas irriguée, hein. Elle n'a pas été irriguée. Je l'ai coupée 3 fois. Je l'ai coupée encore la semaine dernière. Donc, moi, je sais pas par quoi on peut remplacer la luzerne. Si demain, il y a quelqu'un qui trouve une céréale ou je sais pas quoi, un truc qui a le pouvoir qu'a la luzerne. Moi, la luzerne, pour moi, c'est indispensable pour les gens qui veulent. Pour les gens qui vont faire du fourrage dans les années à venir, il y aura ça, quoi. Et alors pour que ça fonctionne, j'imagine qu'il faut un minimum de terre portante. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de réussite ? Mais ce que tu implantes, en fait, c'est sûr que il faut des terres qui portent, des terres pas trop froides, parce que mais ça, bon, malheureusement, je ne choisis pas. Hein. Et après, suivant ce que tu implantes, quoi. Enfin, les luzernes, là cette année, on a semé des variétés, 4 variétés là, mélangées en fait. C'est pas alors c'est la luzerne en pur, c'est que de la luzerne, mais il y a 4 variétés de luzerne qui n'ont pas toutes la même dormance, qui n'ont pas toutes, et les démarrent pas toutes en même temps, et ne s'arrêtent pas toutes en même temps. Et du coup, ça permet d'exploiter. Enfin là, c'est ce que je te dis, on a semé au mois d'avril. Au départ, je me suis dit on l'exploitera pas, et en fait, on l'a exploité 3 fois. Et parce que c'était alors quand tu pousses, je sais pas lesquels c'est qui poussent, hein, mais par contre, voilà, ça marche, quoi. Ça permet d'avoir et les trèfles, c'est pareil. Sur les trèfles, on en a implanté. On implante du trèfle violet, mais on met du trèfle incarnat. C'est un trèfle qui démarre très vite au printemps. Alors par contre, tu l'exploites qu'une fois, mais par contre, cette année, là, ça a une quantité de fourrage incroyable, quoi. Des trucs, les chèvres adorent ça, les trucs, des grosses feuilles, des tiges énormes, mais qui sont creuses, et les chèvres, elles adorent ça, quoi. Quand tu amènes du trèfle, elles préfèrent ça que la luzerne. Et quelle est la conduite des luzernes ou des trèfles pour que ça soit bien productif ? Nous, on va dire, quand on implante une luzerne, on va mettre du fumier, on va chauler. On va chauler à 600 kg de chaux à l'hectare à peu près. Après on va semer des luzernes, donc souvent on fait un labour, quoi, pour semer les luzernes, puisqu'on laisse 5 ans en place, donc on essaie de faire un labour pour avoir une prairie, une luzernière à peu près propre. Alors on va donc labourer, semer notre luzerne, on sème autour des 30 kg hectare à peu près. Et après, nous on fait pas grand chose, quoi. Alors là, cette année, on a mis du fumier sur certaines luzernières qui étaient. On a apporté un peu de fumier, pas énormément, autour des 10 tonnes hectares à peu près, quoi. Et pour essayer de les fertiliser un peu, quoi. Mais après, sinon, pas de fertilisation. Désherbage, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de produits qui sont autorisés pour désherber les luzernes, donc tu peux pas. Donc tu désherbes pas. Mais bon, après, quand on exploite, comme nous, dans notre système, on exploite quand même souvent les luzernes. Du coup, elles sont pas sales, quoi. Elles sont sales au départ, au printemps, un peu. Mais après, elles sont propres, quoi. Donc, parce qu'on les coupe souvent et qu'il n'y a rien dedans. Enfin, il y a de la luzerne et pas beaucoup de mauvaises herbes. Et alors, est-ce que la rotation qui est mise en place aide aussi à gérer ce salissement, je veux dire également pour les cultures annuelles ? La luzerne, ça nettoie bien les sols, ça c'est connu. Une luzerne, derrière une luzerne, les terrains sont beaucoup plus propres, quoi, parce que elle a quand même tendance à fatiguer un peu tout ce qui est autour d'elle. Hein. Et du coup, après, nous, dans les rotations, les céréales qu'on fait derrière les luzernes, parce qu'on fait des céréales, profitent bien de ce que apporte la luzerne à la terre, quoi. C'est derrière une luzerne, tu fais un blé. Enfin, moi, j'ai fait des orges derrière des luzernes où je n'apportais pas d'engrais, en fait. C'est parce que il y avait assez dans le sol pour nourrir une orge qui est
qui a moins de besoin qu'un blé, quoi. On en a parlé tout à l'heure, la fertilité des sols, c'est très important. Comment était le sol lorsque vous êtes arrivé et qu'avez-vous fait? Moins sur la partie de la ferme ici, c'est des sols très argileux. Ça paraît, on n'est pas loin, on est bord de Dordogne quasiment. Enfin, nous, on est dans une poche d'argile. Et depuis qu'on est là, nous, on a apporté tout notre fumier, on l'a apporté sur nos terres. Donc on a eu des années, des parcelles, on a apporté plus de 30 tonnes hectares de fumier pendant tous les ans, comme ça, donc pendant des années. Et on s'est rendu compte, alors j'ai jamais, c'est peut-être une erreur, on aurait dû faire un profil de sol, tu vois. Et en fait, on avait une borne d'irrigation qui était au milieu de la parcelle en bas. Et un jour on a fait une tranchée pour remonter derrière le bâtiment. Et là, quand on a fait la tranchée, on s'est rendu compte que les 25 ou 30 premiers centimètres de terre étaient excellents. Et que sous ces 25 ou 30 premiers centimètres, on avait de l'argile. Le gars qui a creusé, il m'a dit, mais quand il l'a attaqué, il m'a dit, putain, la terre elle est bonne ici. Et en fait, quand il a commencé à attraper le dessous, il me dit, oh non, mais c'est dégueulasse en fait. Et en fait, on se rend compte qu'on a une vingtaine une vingtaine de centimètres de sol qui est très bon. Et hormis y mettre du fumier, et on a très peu labouré pendant des années, au moins chez nous là, parce que c'est difficile à labourer, quoi. C'est de l'argile, c'est très difficile à travailler, quoi. Donc on a travaillé beaucoup sur du semis. À l'époque, on avait une chaîne de semis direct en cumin, donc on travaillait dans du semis direct sur les maïs, des trucs comme ça. Et puis voilà, puis les sols, je pense qu'aujourd'hui, ça a bien évolué. Il y a beaucoup. Quand on prend une pelle, tu vas faire un trou, tu vois, il y a plein de vers, il y a plein de machins. On a des très gros vers de terre. Je sais pas si c'est possible ou pas. On a des énormes vers de terre chez nous. On a parlé des conséquences des pics de chaleur sur les cultures, notamment les cultures fourragères. Quelles sont les conséquences des pics de chaleur sur les chèvres et est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? On a agrandi la sortie d'air en toiture. On a agrandi l'entrée d'air en remplaçant des tôles pleines par des tôles perforées et en mettant des filets brise-vent au lieu de mettre des portails pleins. Ensuite, on se rend compte que malgré tout, ça a bien amélioré la ventilation, mais que c'est quand même pas suffisant sur les canicules. Tant que la nuit ça va, il fait bon, ça va, mais dès que c'est vraiment période de canicule, les chèvres elles souffrent et donc il y a de la baisse de lait et ça peut aller sur des chèvres qui sont déjà pas en très bon état, ça peut aller jusqu'à de la mortalité. Ouais. Qu'est-ce qui est envisagé d'être mis en place pour couvrir ça? C'est vraiment en cours de réflexion encore sur l'exploitation. Moi j'ai des pistes. Moi je pensais donc là on a un projet de couverture de la chèvrerie avec des panneaux. Et en fait moi dans ce projet-là j'aurais aimé, il faut que j'en discute encore avec les gens qui vont installer, mais j'aurais aimé mettre des arroseurs sur la toiture, quoi, en fait. Déjà je pense que pour eux, pour les panneaux, du coup c'est assez intéressant de les arroser. Et nous pour les chèvres dessous, ça marche plutôt bien quand tu arroses une toiture. J'en ai parlé avec d'autres personnes et en fait quand on arrose une toiture, c'est assez intéressant parce que ça fait bien chuter la température à l'intérieur. Surtout que on a l'avantage donc d'avoir, on a deux réseaux sur la ferme. On a le réseau d'irrigation qui est juste derrière le bâtiment. Donc, où il y a de l'eau qui arrive, qui est transportée dans des tuyaux à 80 ou 1 mètre de profondeur. Donc elle arrive ici, elle est fraîche, quoi. Et après on a un puits. On n'a pas de la canicule pendant un mois, hein. Nous cette année on a eu une semaine et demie, un truc comme ça, quoi. Et pendant une semaine et demie, je me dis que peut-être arroser le toit, ça serait peut-être pas si mal que ça. Donc l'idée, moi c'est l'idée que j'avais eue. Alors bon, on n'en avait pas parlé avant, donc voilà. Un futur retour d'expérience à prévoir alors. Votre fils Antoine a rejoint votre exploitation. Quels conseils lui donneriez-vous pour l'avenir? Pour nous, voilà, moi s'il y avait deux trucs, c'est qu'il continue à faire des chèvres et qu'il continue à faire de la génétique, quoi. Et puis normalement ça devrait tomber, quoi. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, des références techniques sont disponibles sur le site internet du réseau RedCap. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Info Éco Cap 3, coordonné par le réseau RedCap, l'ANICAP Nouvelle-Aquitaine et l'Institut de l'élevage, avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne. Réalisation Jérémy Jost et Servane Leclerc, montage Philippe Berthet, propos recueillis en 2024 et 2025.